playing defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Tie game with 5 seconds remaining. Shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 122 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, j'ai envie de dire que l'avoir avec moi dans un épisode de l'été, ça relève d'un plus grand exploit que réussir un tir à 18 mètres contesté par Rudy Gobert. C'est Alan. Ça va, Alan? Salut Ben, salut tout le monde. C'est une présentation réaliste, on va dire. Ouais, voilà, c'est un shoot à bas pourcentage. Cette semaine, du coup, avec Alan, on va discuter des joueurs qui jouent gros durant la saison prochaine. Que ce soit des joueurs qui soient dans l'obligation de s'améliorer, qui doivent retrouver un niveau perdu, ou qui doivent justifier une prolongation ou essayer de gagner un contrat. Ces joueurs-là, ils jouent gros durant la saison 2018-2019. On a décidé de prendre un petit épisode estival où il se passe pas grand-chose pour discuter de ces joueurs qui sont à un moment charnière de leur carrière. Dans cet épisode, il y aura pas d'overtime. Parce que pour être honnête, on est en août, c'est le calme plat en NBA, à tel point qu'une sombre histoire de coups de poing en boîte fait la une entre Tristan Thompson et Draymond. Une rixe fait la une, donc c'est vraiment qu'il se passe pas grand chose, contrairement à l'année dernière où il y avait le trade de Kyrie à cette époque. Donc on a vraiment décidé de prendre l'intégralité de cet épisode pour vous parler des 11 joueurs qui, selon nous, jouent gros la saison prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles sur iTunes, nous suivre sur les réseaux sociaux et répondre au sondage aussi. On a eu pas mal, vraiment énormément de réponses, on vous en remercie. Et nous, on se retrouve juste après la pause pour discuter du premier homme. Et ça va pas être une surprise, on parle de quelqu'un qui vient de poser ses valises du côté du Canada. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Qui d'autre pour débuter cette séquence? On va parler d'un joueur dont on a beaucoup parlé récemment et on va pas forcément passer beaucoup de temps sur lui, mais on était obligé de le citer dans cette liste. C'est Kawhi Leonard. Alan, on est d'accord pour dire que Kawhi, il entame vraiment une année charnière dans sa carrière. Ouais, une année charnière parce que changement d'équipe, il a pas joué l'année dernière, il arrive dans une nouvelle ossature, une nouvelle conférence et il joue gros parce que il joue de l'argent, il joue son futur sur le marché en 2019, il joue tout en fait Kawhi pour dans cette année 2018-2019. Que ce soit sportivement, financièrement, publiquement aussi en vue de son image, il doit vraiment prouver et faire taire bon nombre de critiques. Est-ce que d'ailleurs c'est pas au niveau public, de l'image qui joue le plus? Parce que moi je reste persuadé que même s'il a une saison moyenne, les gens réussiront à se convaincre qu'il faut lui donner pas mal d'argent sur le marché. Et je pense qu'il y a j'avais parlé un peu de ces deux positions, mais je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que Kawhi il a prouvé que c'était un top 5 NBA, top 4 NBA, donc on peut avoir de l'espoir en lui. Mais c'est vraiment au niveau de l'image, je pense, et je sais pas si t'es d'accord avec moi, qui joue beaucoup en fait. Moi j'attends vraiment, il n'y a pas eu d'article vraiment des insiders côté américain qui ont vraiment pas mal de relations dans la ligue, mais moi j'aimerais bien prendre le pouls de la ligue en fait. Savoir à l'heure actuelle, Kawhi, comment en fait les gens se le représentent. C'est quelque chose qui je pense est très important et là il va jouer ça cette saison aussi. Ouais, il va jouer ça. On vient aussi jouer le fait de... Tu sais, on a toujours cet argument, le système Spurs, même si bon, dans les dernières années c'était plus Kawhi qui faisait le système tellement il était fort et il montait cette franchise. Là, on va le voir dans un nouvel environnement, comme j'ai dit, un nouveau coach, nouveau coéquipier, sortir vraiment de sa zone de confort, puis rien que sur le rapport à la blessure. Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'était vraiment des vrais problèmes, des vrais pépins physiques qu'il a eu du côté des Spurs? On va le voir du côté de Toronto, une équipe qui peut jouer les premiers rôles à l'Est, va jouer les premiers rôles à l'Est parce que la conférence a l'air faible et que Kawhi arrive avec un statut, même s'il est plus que top 5 NBA dans certains esprits, il est borderline top 6, top 7.
Et donc oui, il doit prouver beaucoup de choses. Dans l'aspect public, comme tu l'as dit, que vaut Kawhi? T'as des gens qui peuvent douter un petit peu parce qu'un an sans jouer, ça fait perdre de la valeur. Est-ce que aussi pour les futures franchises, quoi? Qu'est-ce qu'elles peuvent lui proposer? Est-ce qu'elles vont réussir à gagner en un an une confiance en lui pour miser sur lui beaucoup d'argent sur le long terme? Il va devoir cocher toutes ces cases en peu de temps, en fait. En un an et en un an d'adaptation, parce que c'est sa deuxième franchise en fait, donc c'est vraiment une année charnière pour Kawhi. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter d'autre sur Kawhi. On a beaucoup parlé de lui ces dernières semaines, on a fait un épisode spécial sur lui. Je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter, c'est pas sur lui qu'on va passer le plus de temps. Il y a un autre joueur dont on va parler qui, comme toi, comme pour moi, je pense, joue beaucoup la saison prochaine, c'est John Wall. Alors John Wall, il sort d'une saison compliquée, 41 matchs de saison régulière joués, une élimination au premier tour des playoffs, ce qui est une première, hein. Il faut le savoir, c'est une première pour lui dans une saison où son équipe fait les playoffs, d'être éliminé au premier tour. Et individuellement, à cause des blessures, il a sans doute réalisé sa pire saison potentiellement, hein. Il se classant notamment 20e au Real Plus Minus, là où d'habitude il trust le top 10. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, John Wall, il a prolongé avec les Wizards l'été dernier pour un supermax à plus de 200 millions. Il a aussi signé un contrat juteux de sponsoring avec Adidas. Et du coup, sachant qu'il est enfin débarrassé de LeBron, qu'il a un peu son équipe Suicide Squad, Wall, pour moi, il a un tournant, en fait, de sa carrière. Il dit lui-même jouer le MVP. Encore une fois, avec John Wall, c'est peut-être un peu exagéré. Mais pour moi, il a un stade de sa carrière, là. Il arrive, il a 28 ans. Il doit réussir à prouver son leadership, retrouver son niveau de l'année dernière pour enfin faire passer un cap aux Wizards. Ouais, je suis d'accord. Le fait que LeBron ne soit plus là est très important parce que, comme tu as dit, Wall est sorti pour la première fois au premier tour des playoffs, mais en vrai, John Wall, il a fait quoi en playoffs? Il a une grosse perf, une grosse série dans sa carrière à l'Est. C'est pas sûr. Il n'a pas prouvé énormément de choses. Beaucoup lui ont jeté la pierre sur la fin de série face à Boston, par exemple en 2016-2017, où face à une équipe de Boston plus faible, il termine mal la série. Son leadership aussi, sa relation avec Bradley Beal, tout ça c'est à mettre en question et c'est lui qui doit s'élever au-dessus de tout ça. Comme tu as dit, il a 28 ans, il est dans le contrat Supermax, les Wizards l'ont payé comme on paye très rarement un joueur, un meneur de son calibre, donc c'est une année clé pour John Wall, et comme tu as dit surtout, parce qu'il n'y a pas LeBron, donc il n'y a pas d'excuse de potentiellement, c'est impossible de faire quelque chose en playoff. Là, il n'aura pas cette excuse-là, John Wall. Totalement. Par rapport à son contrat d'ailleurs, il faut pas oublier que le Supermax, les joueurs qui l'ont signé, il y en a vraiment pas beaucoup avec John Wall. Je vais pas dire qu'il fait un peu tâche, mais si, par rapport à des Stephen Curry, par rapport à des James Harden et des Russell Westbrook, il est pas dans cette classe-là, en fait. Et ça a été des MVP, ça a été une marque de confiance de la franchise des Wizards. Je pense que c'est positif pour assurer de la continuité. Mais là, Wall, il est vraiment à un moment de sa carrière où vraiment, je pense qu'il faut vraiment insister. L'année dernière, ça a été compliqué pour lui. Il y a eu les pépins physiques. Et on peut espérer que ça revienne pas, en fait. Parce qu'il faut pas oublier que John Wall, au début de sa carrière, il avait eu pas mal de pépins physiques. Il y a eu une période où ça s'est un petit peu calmé. Il faudrait pas que ça revienne à ce moment-là. Surtout pour les Wizards, parce que contractuellement, c'est vraiment pas le bon moment quand tu leur signes pour un Supermax. Et vraiment, je suis d'accord avec toi, il y a plus cette excuse. Et ils doivent vraiment réussir à donner le tempo, en fait, de son équipe. On parle assez dans cette émission du fait que les Wizards, ça soit un espèce de cirque et qu'en fait, il n'y ait pas de structure, il n'y ait pas de... il n'y ait pas de structure, ça tombe vite dans la caricature et c'est aussi des fois un petit peu la faute de John Wall. Ton leader est censé donner là. Et par rapport aux séries de playoffs, je suis assez d'accord avec toi, c'est surtout, en fait, je pense, Bradley Beal qui s'est magnifié la plupart du temps et pas John Wall. Et là, vraiment, John Wall, il arrive au stade où tu dois prouver que tu dois faire une finale de conf presque, en fait. Enfin, si on continue à donner du crédit à tes déclarations, ce que je ne fais plus, personnellement, depuis bien longtemps, mais il y en a encore qui le font, tu dois faire une finale de conf ou au moins vraiment poser des problèmes à une équipe comme Boston, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que les victoires des Wizards en playoff sous l'ère John Wall, c'est contre des équipes qui sont pas jolies. Hein. Il y a pu avoir les Bulls, les Raptors. Voilà, c'est pas une performance où... Parce que on en parle toujours de ça. Les Wizards sont une équipe qui ont extrêmement confiance en eux.
se rappelle de leur déclaration sur les Cavs il y a 2 ans, ils voulaient pas nous voir, patati patata. Mais ça fait vraiment gamin, cours de récré. Là, les Bradley Beal, autoporteur John Wall, et surtout John Wall, comme je dis, qui a maintenant 28 ans, mais ils doivent prendre de la maturité, que ce soit dans leur jeu. John Wall qui est de base un meneur passeur, un meneur qui doit faire briller les autres, qui doit vraiment essayer d'avoir un jeu plus calme, plus posé, faire participer un peu tout le monde et pas péter des plombs comme il le fait des fois, comme il l'a fait en fin de match dans les séries contre Boston, comme il a fait dans le mauvais John Wall un peu. Et il doit aussi le faire dans le terme du leadership, et c'est de monter une vraie équipe, une vraie ossature qui croit en soi et qui peut vraiment poser des problèmes aux Sixers, aux Raptors et potentiellement aux Celtics, avoir une grosse série de John Wall et des Wizards à l'Est dans ces playoffs. C'est le moment. Ouais, parce que par rapport aux séries de playoffs des Wizards, c'est qu'en réalité, c'est sans doute une des seules équipes à l'Est qui a jamais plongé, en fait. Enfin, il y avait les Raptors, il y a pas mal d'équipes à l'Est qui s'auto-détruisent un petit peu en playoff et les Wizards l'ont jamais fait, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu ce crédit en playoff, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, avec le recul, par exemple, cette année, ils perdent en 6 contre les Raptors. Alors les Raptors, bon, il y a l'espèce de trauma contre les Cavs après qui a joué, mais les Raptors avaient pas fait, enfin, vraiment, je l'avais déjà dit, mais ils avaient pas fait une série exceptionnelle, hein. Franchement, les Wizards, vraiment, je pense qu'on aurait eu des Wizards plus fringants comme les années d'avant, ils passaient. Et c'est aussi lié à John Wall qui a vraiment, enfin, il a connu une saison difficile, donc là, ok, l'année dernière, on va dire qu'on oublie presque. Maintenant, il faut faire quelque chose. Ça sera la 3e saison de Scott Brooks. Je pense que déjà, c'est honnête, il joue sa tête, plus ou moins. Scott Brooks Ouais, je suis d'accord. je pense qu'il joue sa tête, en fait. Enfin, là, si on n'a pas des... Et je serais même pas surpris qu'un des 3 porteurs Bill Wall, enfin, pas jouer sa tête, mais si on a encore une saison décevante, je serais pas surpris, qu'en entamant 2019-2020, il y en a un qui soit plus là. Comme le disait Andrew Sharp, qui suit beaucoup les Wizards dans le podcast Sports Illustrated, il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi dans l'état-major des Wizards, que si ça marche pas, si on bute, que si la mayonnaise ne prend pas entre les hommes de ce groupe, au bout d'un moment, il faut arrêter de foncer dans le mur et peut-être changer. On se rappelle combien de fois on entend que ça s'entend pas entre John Wall, Bradley Beal. Porter est des fois un peu frustré au vu de son contrat par rapport aux touches qu'il a, au ballon qu'il a. Moi, là, on rajoute Dwight Howard dans l'effectif. Il y a Austin Rivers. Bref, ça peut vraiment partir en sucette. Et c'est peut-être à John Wall d'essayer de calmer tout ça et de vraiment dire, bon, c'est moi le leader, les gars, et on va vraiment se rallier autour de moi pour faire quelque chose cette année. S'il doit le faire, s'il le fait là, il gagnera du crédit. Ouais, totalement. Il doit réussir à insuffler ça. Et même individuellement, en fait. Si on parle aussi plus individuellement, parce que là, on lui donne beaucoup d'importance, et il y en a dans le succès de son équipe, individuellement, il doit se réaffirmer comme un des 3-4 meilleurs joueurs de sa conférence, en fait. 5, ouais. Ce qu'il était en 2016-2017, pas l'année dernière à cause des blessures, mais il doit s'affirmer comme tel, en fait. Parce que c'est clé pour l'avenir de son équipe, et c'est même clé pour son avenir à lui. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une saison moins bonne à cause des blessures, etc. T'as le bénéfice du doute avec moi. Si tu commences à faire 2 saisons en dessous, et on en parlera avec un joueur après, je suis déjà beaucoup moins positif, en fait. Enfin, plus sceptique. Ouais, je suis beaucoup plus sceptique. Surtout qu'il faut encore, j'insiste, mais les problèmes de blessure, quand on connaît le style de jeu de John Wall, qui est tout dans l'impact, en fait. Et maintenant, on a les données, en fait. Maintenant que la génération, on va appeler ça la génération de Derrick Rose commence à vieillir, les Dwayne Wade, on a les données, en fait. On sait que ce sont des meneurs qui vieillissent très 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 mal. Westbrook est un petit peu l'exception pour l'instant, mais ils vieillissent pas bien, ces meneurs-là. Donc, John Wall, en fait, doit rassurer. Ouais, c'est clair. Peut-être faire évoluer son jeu, je sais pas. On sait que là, il a l'air d'avoir pris un peu de poids quand même, hein, selon certains rapports, parce qu'il est au training camp de Team USA. Il était au training camp de Team USA à Las Vegas. Selon certains insiders, il aurait pris un peu de poids. Je sais pas si c'est très positif. Est-ce que John Wall est capable de faire évoluer son jeu? Je pense pas. Donc peut-être le faire plus intelligemment et à des doses plus variées, ouais. Parce que aujourd'hui,
en termes de plafond, il est top 5 à l'Est, mais je suis pas sûr qu'il l'est maintenant, début août 2018. Est-ce qu'il l'est toujours? C'est une question qui peut se débattre. Ouais, ça se pose clairement. Parce que, de toute façon, si le problème, c'est que l'Est a beaucoup. On parle du départ de LeBron, mais en fait, au niveau des joueurs stars à l'Est, il y a eu pas mal de bouleversements en fait. Avec la confirmation Embiid, l'arrivée des Simmons, je mettrai pas encore Tatum à ce niveau-là, mais en fait, il y a eu pas mal de changements. Si on rajoute en plus l'arrivée de Kawhi, c'est pas mal chamboulé en fait à l'Est. La seule constante qu'on a à peu près, c'est Giannis, parce que même quelqu'un comme Kyrie revient d'une grosse blessure, a changé d'équipe. Il n'y a pas de constante en fait à l'Est au niveau des meilleurs joueurs. C'est clair. C'est très dur de faire un top à l'heure actuelle. C'est pour ça que John Wall, si on caricature un peu les joueurs dont on va parler, il y en a beaucoup qui doivent prouver, il y en a qui doivent évoluer, s'améliorer, et John Wall en fait, c'est un petit peu le seul, j'ai l'impression, qui est dans les deux en fait. On demande pas à Kawhi de progresser. Non. On sait que Kawhi, s'il revient à top niveau, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais John Wall, on lui demande les deux en fait, et c'est ça qui sera. Ouais, dans la liste qu'on fait, t'as différents types en fait, on dit joueurs qui doivent prouver, t'as différentes choses là-dedans. Soit tu viens de toucher de l'argent, tu dois prouver que tu les vaux, soit tu dois prouver que tu vaux de l'argent, c'est en termes de timeline. John Wall, lui, c'est en gros, il a eu son argent alors qu'on a douté qu'il le valait vraiment, mais en même temps les Wizards étaient peut-être bloqués, obligés de lui donner, et maintenant il arrive à un stade de sa carrière où voilà, monte-nous. Et en plus, il y a le souci des blessures, il y a le souci de l'entente. C'est un gros schmilblick, pour utiliser un mot un peu bizarre, de la situation de Wall, quoi. Et elle est vraiment, vraiment intéressante pour l'an prochain. Je sais que tu vas la suivre en plus de très près. Malheureusement, oui. Oui, mais totalement. Et puis, même si pour moi, John Wall, il est un peu dans cette catégorie Boogie Cousins, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec l'analyse de beaucoup qui expliquait que Boogie Cousins courait le titre. Parce que pour moi, ils sont pas dans cette catégorie de joueurs à qui pour qui le titre est une obligation en fait, qui sont tellement forts qu'on les oblige à gagner un titre, mais il va commencer à se poser des questions en fait. Si John Wall fait encore rien cette année et que ces Wizards font encore rien cette année, comme tu t'as commencé à le faire, on pourrait regarder un peu leur parcours depuis le début de cette ère Bill Wall et se dire c'est quand même assez dérangeant ce qui se passe. Ne jamais aller en finale de conf à l'Est sous l'ère LeBron, quoi. Alors qu'en face, tu peux te poser des questions sur ce qu'il y a. On peut les juger comme ça, malheureusement. Sachant que... Alors, non, je me trompe pas, ils ont jamais joué le LeBron directement, en fait, sur leur parcours. Ce qui est fou, en fait. Non, jamais. Ils ont toujours perdu avant. Parce que oui, voilà, l'excuse LeBron, tu vois, l'excuse LeBron coupeur de tête, je peux la comprendre pour les Raptors, même si pour moi les autres séries des Raptors trouvaient bien. Les Celtics, exemple parfait, les Celtics, les difficultés on peut les comprendre avec LeBron. Tu t'es jamais fait sortir par LeBron en fait, comme quand tu es les Wizards. Donc là, de tête, je pense pas, non. Donc vraiment, il est temps pour eux de réussir à en faire quelque chose. Après, moi, je sais que je pense avec une certaine mauvaise foi, on m'a accusé d'avoir un jour découpé John Wall, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Ça date d'il y a peut-être 1 an et demi ça. En fait, j'avais dit que pour moi John Wall, simplement, si je suis une équipe qui vise le titre, j'y crois pas comme mon joueur numéro 1 en fait. Pour moi, il est pas dans cette classe de joueurs là, mais je crois vraiment qu'il peut se réaffirmer comme un des tout meilleurs meneurs de la ligue. Encore une fois, je rappelle sa saison 2016-2017 où il fait une très très grosse saison en fait. Faut juste que ça reprenne et je pense que si on veut vraiment, moi ça sera réussi si ces demi-finales de conf s'ils sont avec les Sixers, Raptors, Celtics, s'ils ont ces 4 meilleurs là, après qu'ils font une grosse série qui perdent, je me dirais bon, mais s'ils sortent au premier tour, non, là il y a des problèmes. En fait, c'est encore difficile à cette heure-là ici de faire le power ranking à l'Est. Mais en gros, comme tu l'as dit, on peut parler de ces équipes-là. On rajoute peut-être les Bucks avec Giannis. Avoir les Bucks. C'est vrai qu'on peut attendre. Les Wizards, je pense que, ils vont affirmer encore que leur objectif c'est les finales de conf, les finales NBA, vu comment on les connaît, vu que John Wall dit qu'il vise le MVP. Mais en vrai, je pense que s'ils arrivent, arriver en demi-finale de conf et faire quelque chose en demi-finale de conf, ils pourront être satisfaits. C'est ça. Après ils auront peut-être l'avantage, contrairement à ces autres équipes-là, d'être efficaces vite en saison régulière. Les Raptors vont devoir s'adapter avec Kawhi.
Les Celtics je l'avais dit la semaine dernière, t'en as déjà parlé. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des questions. Ouais, ils ont pas mal. En fait, c'est des problèmes de riches. C'est la meilleure équipe à l'Est, mais il y a des problèmes de riches à régler. Et les Sixers, je sais qu'il y a eu pas mal de réactions par rapport au propos de Tom, par exemple, sur les Sixers dans un épisode précédent. Mais les Sixers, c'est une équipe qui doit prouver à ce stade. Donc, les Wizards, ils peuvent faire quelque chose. Bah, c'est toujours ça, ils peuvent, on va voir, quoi. On enchaîne ensuite. Alors, pour ce qui est des 2 premiers choix, en fait, c'était des joueurs qu'on avait tous les deux inclus dans nos listes. En fait, on avait chacun fait une liste des joueurs qui, selon nous, devaient prouver. On a quelques noms qui se rejoignent. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer par ces joueurs-là. Là, on va parler d'un joueur que j'ai mis moi. Ça peut surprendre, mais moi, j'ai mis Karl Anthony Towns. Je laisserai Alan parler après pour voir ce qu'il pense par rapport à ça. Donc moi, j'ai mis Karl Anthony Towns. Alors, ça peut paraître un peu dur. Je sais, j'ai conscience d'être dur. Mais je trouve qu'en fait, et là je renvoie au One and Done d'Alan qu'on a réalisé il y a quelques semaines de ça, en fait, je trouve que moi, par rapport au consensus, j'ai quelques réserves par rapport à Towns, et que maintenant qu'il entre dans sa 4e année, 2e année sous Thibodeau, je veux qu'il me prouve sur une saison... 3e sous Thibodeau. 3e sous Thibodeau, pardon. Vu le potentiel... 2e avec Jimmy Butler, voilà. Je me suis mal exprimé, pardon. 2e avec Jimmy Butler, 3e sous Thibodeau. Je veux qu'il me prouve qu'en fait... il a le potentiel que je lui attache, c'est-à-dire un mec qui peut potentiellement viser le MVP. En fait, sa 4e année, on dit en général que c'est dans la 3e année qu'il s'affirme. Bon, sa 3e année était un peu spéciale. Dans sa 4e année, je veux voir vraiment Towns. C'est beaucoup lui demander de dire qu'il se mêle à la lutte pour le MVP, c'est énorme. Mais je veux minimum le voir, je veux le voir dominant à ce point-là, en fait. Je veux le voir dominant à ce point-là parce que certes, il est encore dominant, mais je vous renvoie encore une fois à l'épisode avec Alan et Tom sur les meilleurs prospects de la NBA. J'ai mes questions par rapport à la défense. J'ai l'impression qu'en fait, il joue, mais je vais pas parler de empty stats, comme disent les Américains, où des fois il fait ses stats, mais il n'y a pas trop d'impact sur le résultat de son équipe. Mais j'aimerais bien qu'il pèse un peu plus sur le jeu. Des fois, j'ai pas l'impression qu'il pèse sur le jeu. Après, et je te laisserai donner ton avis, ça vient peut-être de son jeu. Je trouve qu'il a un peu un jeu comme Tim Duncan, c'est-à-dire je compare pas le niveau, je dis juste qu'il domine sans avoir l'air de dominer, en fait. Et des fois, c'est un peu troublant ces jours-là parce il y a pas la sensation de difficulté qui va avec, et c'est un peu troublant. Mais j'attends quand même un Towns plus fort encore cette année. Ouais. Moi, j'adore Karl Anthony Towns, c'est un secret pour personne. Je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où on a de quoi être déçu de son année 3. Après, c'était pas une année facile, comme tu l'as dit. On est déçu en général, je pense, des Wolves. On les attendait peut-être un petit peu plus haut. Il y a eu des blessures. Et je pense surtout, moi, ce que je pense vraiment pour Towns, et là où je veux le voir progresser, c'est physiquement. Parce que Thibodeau en demande beaucoup, et il tire sur la corde. Et je suis pas sûr que physiquement, ce qui est en termes de est-ce qu'il est fit et compagnie, il est pas au top, Towns. Ou alors, après, t'as toujours ces physiques de mecs qui sont un petit peu ronds et ils sont comme ça, ils arrivent tout de même à peser. Je pense que si tu veux que défensivement il ait le même impact qu'il a offensivement, peut-être qu'il faudrait qu'il progresse de ce côté-là. Après, il a un tel bagage que c'est un joueur qui peut être exceptionnel, donc je comprends la déception, parce que comme moi, tu le places très très haut, donc on peut être que déçu si on voit en Karl Anthony Towns seulement un joueur qui tourne en double-double à 22-10 et qui est peut-être une deuxième option d'équipe, on n'est pas totalement déçu. Et encore, défensivement, il a un impact qui a une influence qui n'est pas celle qu'il devrait avoir. Si on le voit comme toi et moi, il y a de quoi être déçu sur son année dernière, je suis d'accord. En fait, moi, c'est juste comme tu l'as dit, j'ai beaucoup d'espoir en lui et j'attends que, pour être peut-être encore plus clair, j'attends que l'année prochaine, il s'affirme sans conteste, comme un joueur top 15, voire top 10 en fait, qui s'affirme vraiment comme cette race de joueurs-là vraiment supérieure et qui domine. Après, bien sûr, ça reste, et je renvoie 3e fois à l'épisode, mais ça reste un joueur exceptionnel pour son âge. C'est exceptionnel, Karl Anthony Towns. Mais j'ai l'impression, et c'est peut-être une question de perspective, c'est que l'année dernière, quand on a eu les Donovan Mitchell, les Ben Simmons, les Tatum, peut-être qu'il est un petit peu passé dans l'ombre, c'est un grand mot, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins de Towns à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, moi, ce que j'attends, il y a toujours cet article d'ESPN qui demande au coach avec quel joueur on voudrait commencer une franchise. Et j'attends de voir s'ils vont dire Towns à nouveau. Parce que j'ai l'impression que Towns, il est un petit peu passé dans l'ombre récemment. Parce que les trois que tu as cités ont passé les tours de playoff, quoi, en étant rookie ou faux rookie.
Je trouve, tu l'avais dit dans le Wayne aussi, c'est vraiment un très mauvais procès, pardon, à faire à de jeunes joueurs. On surestime un peu le fait qu'ils arrivent à faire passer les tours de playoff, et ceux qui restent en saison régulière, on dit, oh, bon, regardez, ils gagnent pas, empty stat, comme tu l'as dit, ça gagne pas, et compagnie. On a fait le procès Anthony Davis pour ces deux premières années, je crois, deux ou trois premières années. Là, 3-4. ouais, même. Voilà. Jusqu'à que vraiment il les amène en playoff face aux Warriors. Et même il s'est pris 4-0, mais il faisait une grosse série. Towns, tu vois, ils ont pris un match contre les Rockets, mais comme tu l'as dit, ouais, il y a peut-être un petit peu descendu dans la hiérarchie, même si pour commencer une franchise, il y a que avec Ben Simmons que j'hésite, hein, avec les trois que tu as mentionnés. Ouais, c'est ça, mais j'aimerais bien qu'il se réaffirme en fait. C'est plus ça, c'est qu'il aille nous reconquérir. Après sa saison, après, on va pas mettre 2 après, hein. On m'a sacrassé la langue française comme ça. Suite à sa saison rookie, il y avait quand même, je pense, de ma part et de beaucoup, des attentes qui étaient limite folles et trop folles. Mais là, j'attends en fait, c'est l'explosion totale en fait cette année. J'attends vraiment l'explosion totale pour Karl Anthony Towns. Il joue pas trop, tu penses? Ça joue pas sur ça? Eh ben, c'est ça qui est quand même dingue, c'est qu'il faut redonner la stat. Il est quand même à 3 saisons complètes de suite, hein. 82 matchs, 246 matchs, à plus de 30 minutes par match, largement pour un big man. Il se blesse pas, c'est beaucoup en fait. C'est vrai qu'il joue beaucoup et on sait qu'avec Thibodeau, ça va pas changer. Mais peut-être que c'est ça. Après, franchement, je pense que c'est lié, c'est bête, hein, mais c'est lié aussi à sa façon de dominer et qu'il domine pas en... Ouais. Enfin, il sue, t'as l'impression que le mec il transpire pas et qu'il écrase tout le monde. Ouais. Mais j'attends quand même, on parle assez défensivement, mais j'attends vraiment l'explosion totale de temps. Ouais. Pour le mettre dans mon fameux, tu vois, pour reprendre les catégories qu'on avait fait ce jour-là, pour le mettre dans même une en fait. Pour moi, c'est limite, c'est une sanction que je l'ai mis, de l'avoir mis dans la 3 en fait. Sa place c'est dans la 1. Donc j'attends ça. Ok. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur Towns. Je suis plutôt d'accord sur tout ce qui a été dit, mais à voir avec il y a tout ce qu'on a vu aussi sur peut-être les relations Butler, Wiggins. Lui, il est là comme ça, comme tu l'as dit, il joue beaucoup, et avec des mecs qui ont besoin du ballon. La deuxième année peut être que mieux que la première, avec en plus les blessures en moins, quoi. On l'espère. Tu penses? Parce que, alors, c'est pas comparable aux Wizards, mais j'ai l'impression que là aussi on a un vestiaire qui est pas... Voilà, le vestiaire a pas l'air top, entre surtout Butler avec les jeunes, quoi. C'est ce qui ressort en quelque sorte. Mais moi je voulais pas plus parler en termes de blessures et d'acclimatation, de joueurs qui se connaissent pas trop, qui vont jouer ensemble. Après le vestiaire, on n'est jamais trop dedans comme tu le dis souvent, mais c'est vrai que ça a pas l'air top comme vestiaire. Niveau mentalité, t'as l'impression qu'il y a un petit peu une déconnexion entre deux générations en fait. Ouais, c'est ça, puis 2 joueurs majeurs de l'effectif. Ensuite, alors là, on s'attaque à un joueur que tu as mis toi, que je n'ai pas mis. C'est Blake Griffin, mon ami Blake qui, jusqu'à ma mort, je pense, sera attaché à moi. Parle-nous de Blake Griffin qui, selon toi, joue gros la saison prochaine. En fait, moi, il joue gros Blake Griffin parce que, bon, la demi-saison de ce que j'appelle l'expérience Blake Griffin aux Pistons, ça a été très moyen. Et si on regarde l'effectif, il n'a pas changé durant l'intersaison. Pas eu de premier tour de draft, c'était les Clippers qu'il avait. Il y a eu très peu de signatures parce que le cap space des Pistons totalement inexistant. En fait, Blake Griffin, pour moi, il va devoir prouver qu'il peut faire quelque chose dans une conférence pas très élevée, avec un effectif. Voilà, on lui a donné l'effectif, un nouveau coach, et il doit prouver qu'il peut amener cette équipe en playoff. Alors bien sûr, on va me dire, non mais tu peux pas dire qu'il a de la pression. Regarde les joueurs à côté de lui. Je suis d'accord, mais en fait, pour moi, il est à l'est. Blake Griffin, c'est un All-Star, c'est un joueur qui doit être dans les meilleurs joueurs, dans le top 10 facile de la conférence Est, sachant que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres questions sur pas mal des meilleurs joueurs de l'Est. Il doit être un joueur majeur de cette conférence, il doit amener son équipe en playoff, il doit être la plaque tournante de cet effectif. Il tournait à quasiment 7 passes d'Est quand il était du côté de Détroit là, en saison, en deuxième partie de saison. Alors oui, Luke Kennard, Reggie Bullock, ton ami Stan Johnson, Reggie Jackson qui joue un match sur 2 depuis 2 ans, c'est pas facile. Mais avec Dwayne Casey
qui est un joueur qui arrive à tirer de bonnes choses de joueurs qui sont peut-être pas forcément parfaits dans le jeu moderne. Je pense à DeRozan. J'ai espoir et je veux que Blake Griffin amène cette équipe en play-off et je mets une petite pression sur les épaules cette année. J'ai une question pour toi et j'avoue que j'y ai pensé maintenant donc j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est Blake Griffin ou André Drummond le franchise player? C'est Blake Griffin. Le dépositaire du jeu, c'est Blake Griffin. Je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord que c'est le dépositaire du jeu, mais je sais même pas parce que Drummond, ça reste un joueur aussi où il y a pas mal de questions. Oui. Sa défense, il a beau s'être amélioré au lancer franc, il y a quand même encore des questions même sur son jeu globalement. Mais j'avoue que tu vois, on demanderait à un fan de Détroit, je sais pas qui il met sans doute Blake Griffin parce que Blake Griffin à son meilleur niveau, un bien meilleur joueur qu'André Drummond, mais il y a des questions. Moi, je suis surtout inquiet par le fit. Il y a un autre joueur de Détroit qui est plus loin dans la liste, on reparlera d'eux, mais c'est une équipe vraiment construite bizarrement, en fait. C'est difficile d'être optimiste sur Détroit, en fait. Ouais. Parce que déjà, le fit Drummond, Griffin, il peut se comprendre, mais avec ce qu'il y a autour, pas trop. Bref, je livre l'indice, mais le joueur dont on va parler, c'est Stan Johnson. Au poste 3, c'est lui ou Glenn Robinson, c'est pas non plus fou. Quand Glenn Robinson est la recrue de l'intersaison, t'as de quoi te dire que c'est pas bon. Ouais, t'en as parlé, Reggie Jackson. Il y a des questions. Reggie Bullock, enfin, il y a pas mal de questions. Dwayne Casey, franchement, Dwayne Casey aime bien coacher parce qu'il a pas choisi. Ouais. Moi, j'aurais limite préféré faire une année hors du basket que aller à Détroit. Enfin, c'est vraiment, c'est un choix assez courageux. Ouais, Casey a dit qu'il voulait faire de Blake Griffin le meilleur ailier fort à l'Est. Alors, je sais pas s'il a regardé la concurrence. En vrai, elle est pas extrêmement élevée, hein, on va pas se mentir. Mais c'est qui potentiellement Kristaps, si tu le comptes en 4. Ouais, tu vois, c'est le genre de Giannis, c'est pas du tout ce poste-là. Donc après, Griffin a beaucoup la balle en main et en fait c'est là que je veux voir. On va lui sur toute une saison complète, s'il a pas de blessure, je l'espère. Voilà, et avoir le ballon en main, être le dépositaire du jeu avec des shooters à côté, voir comment ça marche avec le niveau faible de cette conférence. Je suis en droit de demander à Griffin d'essayer d'accrocher 7-8 quoi, en playoff, surtout que son contrat est long, son contrat augmente chaque année, et donc ça va poser des questions à Détroit très vite, et c'est à lui de donner des réponses. Après, le contrat, est-ce qu'il est échangeable, ça c'est une autre question. Par rapport à... Je suis d'accord avec toi, c'était pour ça qu'on était... Le peu d'enthousiasme qu'on avait par rapport à l'arrivée de Griffin à Détroit, c'est parce qu'il pouvait avoir le ballon dans les mains, et être dépositaire du jeu. Mais c'est pour ça que je suis pessimiste, je pense, comme un peu tout le monde avec Détroit. C'est que oui, Blake Griffin avec le ballon dans les mains, c'est bien pour Détroit, mais les mecs autour de lui, que ça soit Reggie Jackson, on en parlera, mais Stan Johnson, ils sont aussi, je vais pas dire meilleurs, mais dans leur intérêt personnel, individuellement, c'est des joueurs qui, de préférence, doivent avoir le ballon dans la main. Les mains. Kennard aussi, et il n'y a pas d'immense shooter, en fait. Enfin, il y a pas mal de questions. En fait, j'ai l'impression que lui, en fait, il peut s'épanouir individuellement, mais je sais pas si, je vais pas dire que ce sera au détriment de l'équipe, mais je vois mal comment un Blake Griffin épanoui va pouvoir amener les Pistons loin, en fait. Tu vois, le point où j'en suis, je demande même pas loin. Ils ont raté les playoffs l'année dernière. Quand tu vois les équipes qui ont été en 6, 7, 8, tu peux te dire que une année comme ça, 2-3 bonnes choses qui vont bien, des joueurs à côté qui font des bonnes saisons parce que Blake Griffin retrouve un niveau intéressant. En fait, plus que je lui mets la pression, j'ai envie de le voir comme ça aussi en fait. Blake Griffin, c'est un joueur qu'on aimait beaucoup quand il était aux Clippers, là, mais il était toujours avec Chris Paul sauf dans sa saison rookie. Là, il est aux Pistons, nouveau coach, un coach un peu dur, qui connaît le métier. Pourquoi pas? On va faire une dédicace à Tom et parler de plancher plafond. C'est de devenir une marque déposée de Tom. Parce que c'est pas une équipe qui a un plafond correct. Parce que pour moi, il y a toujours des questions qui se posent. Mais un plancher très, très, très bas. Parce qu'on l'a bien vu là, en fin de saison dernière, sur ce que tu as appelé la partie d'expérience Griffin. Si on caricature, dès qu'il jouait pas une équipe en back-to-back, il perdait en fait. Et dès qu'il jouait pas une équipe au-dessus de 50%.
Donc, ouais. Hmm. Ils ont pas fait de tu vois, tu peux pas te dire l'année dernière, ils ont fait une ou deux grosses victoires. Où vraiment tu dis, ah, peut-être ça peut marcher, l'association Griffin-Drummond. Donc là, va falloir voir, parce que même Drummond, on aurait peut-être pu parler de Drummond. Je pense que Griffin c'est plus intéressant, mais Drummond aussi. Hein. Est-ce que c'est le joueur que tout le monde pense qu'il est? Nous, on pense que non. Il peut essayer de démontrer l'inverse. Une saison avec un Griffin à côté, ça peut être intéressant. Bah, tu vois, Drummond, pour moi, il y a pas mal de joueurs, et je l'inclus là-dedans, et quand on parlera de Stan Johnson, je me demande s'il est pas aussi dans cette catégorie-là. C'est la catégorie des joueurs que j'aurais mis dans cette liste il y a 1 an, et que je mets plus maintenant. Enfin, pour moi, Drummond, c'est... Alors, je veux pas... je connais pas le futur, mais c'est acté pour moi, en fait, qui est André Drummond à ce stade. Alors, c'est dur de dire ça, parce qu'il est encore très très jeune, mais... Enfin, on commence à avoir trop de données pour penser... qui va vraiment progresser et complètement révolutionner son jeu, en fait. Même s'il progresse, en fait, André Drummond. Attention, André Drummond progresse, c'est clair, mais il a pas pris l'envol qu'on aurait pu espérer au tout début de sa carrière. Et maintenant, pour moi, c'est acté que ça sera le joueur avec les défauts qu'il a à l'heure actuelle. On aurait pu le mettre... Enfin, pour moi, vraiment, il est dans cette... Enfin, non, justement, on n'aurait pas pu le mettre, parce que pour moi, après, c'est très personnel, il est dans cette catégorie de joueurs que j'aurais mis il y a 1 an. Et encore une fois, on l'a peut-être pas assez précisé, mais... c'est très personnel comme liste. Ah oui, totalement. C'est comment on voit les joueurs avec Town, c'est très intéressant par exemple. Comment on perçoit, comment on voit l'upside, faut que je trouve le mot français, le potentiel en quelque sorte d'un joueur. C'est vraiment très personnel. Des gens peuvent sur John Wall ne pas être d'accord par exemple. Sur Blake Griffin, on peut avoir une idée arrêtée de Blake Griffin. Moi j'ai envie dans l'année vraiment une, dans le nouvel emplacement où il est, voir vraiment ce que ça peut donner. Et c'est une petite pression que je lui mets là-dessus. Et c'est en cela que c'est intéressant de voir les joueurs sur lesquels on se recoupe, en fait. Je pense, bon, on ne détient pas la vérité, mais s'il y a des joueurs sur lesquels on est tous les deux d'accord, il doit quand même avoir quelque chose à prouver. Voilà. Les autres, c'est plus, voilà. C'est pas anodin. C'est ça. Si t'as fini avec Griffin, je pense qu'on peut enchaîner avec le 5e nom, parce qu'on en a quand même 11. Le 5e nom, c'est Marc Gasol, et je suis le seul de nous deux à l'avoir mis. J'ai donc mis Marc Gasol. On en avait parlé avec Tom, je me rappelle, dans un off une fois, en se demandant si, à part Haïti, sur l'année dernière, il n'y a pas un joueur qui a plus perdu que Marc Gasol, en fait. Et j'ai pensé à associer Mike Conley à lui, mais Mike Conley, il y a eu les blessures. Pour moi, c'est un dossier un peu différent. On parlait de ces 3 types de joueurs, en fait. Il y a des joueurs qui doivent progresser, en fait, passer un cap, et des joueurs qui doivent retrouver un niveau, que ce soit blessure. Il y a des joueurs qui doivent justifier. Pour moi, il est un peu dans ceux qui doivent retrouver en fait un niveau, Marc Gasol. Je dois dire à l'heure actuelle que j'en doute un peu. Parce que j'ai l'impression que vraiment, pour avoir vu... j'ai vu un peu des Grizzlies, je l'ai pas vu autant qu'un spécialiste des Grizzlies, mais pour avoir vu un peu des Grizzlies, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu physiquement déjà. Et malgré le fait que ce soit un joueur qui a une vraie science du basket, quand t'es un pivot NBA, le physique quand même joue un rôle prépondérant. Et puis même, j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai un très mauvais pressentiment avec Marc Gasol, en fait. J'ai l'impression qu'on a, au crépuscule de sa carrière, enfin, c'est horrible la façon dont je l'ai dit, mais qu'on est vraiment, tu vois, à un moment charnière au début, en fait, de la descente de son niveau. Je le trouve avec moins d'impact en défense, moins fringant, en fait, globalement. Je le trouve vraiment moins fringant. Et avec la sélection de Jaren Jackson, c'est son successeur à moyen terme, mais en fait à voir comment la transition va se passer en fait. Enfin, je sais pas, Marc Gasol, c'est parmi l'élite de l'NBA pour moi, c'est le joueur dont on parle pas assez, qui était classé dans le DH20 hein, quand même, qui était classé dans les meilleurs joueurs de la ligue, et qui pour moi, il est déjà plus dans ce top 20, et on pourrait le voir très très bas si on fait ce classement dans un an. J'avais pas du tout pensé à Marc Gasol, mais l'explication que tu viens de faire me séduit totalement. Parce que déjà physiquement, c'est comme ça n'a jamais été un athlète exceptionnel. Il joue, même quand il a été meilleur défenseur de l'année, c'était vraiment sa science du basket, du placement, qui faisait que ça marchait. Les Grizzlies sont vraiment en fin de cycle, reconstruction. Il y a déjà des joueurs qui ont quitté le navire, et les autres sont là parce qu'ils ont été payés, et que je pense pas que la franchise veut totalement faire tout péter parce que t'es à Memphis
et que sans faire offense à la franchise, il faut quand même vendre des tickets parce que t'es pas dans un marché exceptionnel. Je suis pas sûr que physiquement il soit capable de continuer à ce top 20, non, je pense pas vraiment. Et là vraiment c'est quand tu m'as dit que c'est vrai qu'il était dans le top 20 et là il l'est vraiment plus. Donc c'est retrouver un niveau, comme je dis, mais après retrouver quel niveau, c'est une question qu'on peut se poser. All-Star à l'Ouest, ça va être très compliqué. Non, je pense qu'on est clairement plus sur ce type de joueur-là. On parle beaucoup de trade. Enfin, j'y crois pas. Tom en a déjà parlé parce qu'on voit bien qu'avec Gasol, déjà, il y a l'aspect, quand tu trades des joueurs qui sont si marquants que ça dans l'histoire de leur franchise, en fait, on veut une contrepartie vraiment qui soit importante et qui, des fois, n'est totalement déconnectée de la réalité juste parce que ces joueurs-là ont laissé une marque dans la franchise. Or, je pense qu'à l'heure actuelle, Marc Gasol, il a pas une immense valeur sur le marché. Enfin, tes Celtics c'était souvent lié à Marc Gasol à un moment, et enfin, entre ce dont on parlait à l'époque et maintenant, enfin, Marc Gasol vaut plus grand chose, je pense, sur le marché. Donc, d'où le fait de pas le trader, mais oui, il y a vraiment, j'ai la sensation de fin de cycle, en fait, avec Marc Gasol. J'ai l'impression que, avec les pivots, on est souvent sur des cycles de domination, et Marc Gasol, pour moi, bon, fanboy, c'est le fanboy qui parle, mais il a été dans cette espèce de transition avec la fin de l'époque Dwight Howard, en fait, où il a un moment de domination très fort. J'ai l'impression c'est comme un peu les dinosaures, ça va s'éteindre pour laisser une nouvelle génération dominer. J'ai vraiment je sais pas. Je trouve que vraiment Marc Gasol, c'est le joueur, après, je vais reprendre ce que j'ai dit dès le début quand on parlait de ça avec Tom en off, c'est le joueur avec Haïti qui a le plus perdu l'année dernière parmi les joueurs marquants de la NBA. Ouais, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. Et par rapport à Marc Gasol, on va enchaîner sur un joueur qu'on a tous les deux dans notre classement, et je pense qu'il y a beaucoup plus à dire que Marc Gasol, où là c'est un petit peu triste, c'est pas triste, c'est pas le mot, mais presque. À noter la bonne action de Marc Gasol qui quand même passe son été en Méditerranée. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette info un peu hors basket, qui passe son été en Méditerranée à sauver les migrants, etc. Et ça, c'est vraiment big up à Marc Gasol, qui est un grand homme peut-être en taille, mais aussi en dehors du terrain. C'est clair. Bravo à lui. Ouais. On enchaîne par alors là, Marc Gasol, c'est un peu un joueur, tu vois, sans trop d'histoire en NBA. Là, on enchaîne par avec un cerveau. Le joueur de la génération Instagram, quoi. Notre génération, voilà, okay. Clairement. D'Angelo Russell. On l'a tous les deux. Pour les habitués du podcast, les anciens, entre guillemets, c'est un secret de polichinelle. C'est un joueur qu'on apprécie. Pourquoi Alan, alors qu'il entre dans sa 4e saison, D'Angelo Russell, il joue une saison charnière de sa carrière? Parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu dire ça de l'année dernière aussi. On aurait pu dire ça l'année dernière, mais on le dit cette année parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est une combinaison de pépins physiques, de non-capacité à s'adapter au jeu mis en place par Atkinson du côté des Nets, et c'est surtout qu'il va falloir prendre une décision financière pour les Nets. Avec les rumeurs qui arrivent sur l'été 2019, dont on parle tout le temps, j'ai l'impression, pour tout le monde, mais qui vont influencer la saison d'Angelo Russell, parce que les Nets ont du cap space, à voir ce qu'ils peuvent proposer à d'autres joueurs de sa position. Je pense que lui, il doit surtout se refaire une santé et un pédigré, comme quoi il peut être un combo guard solide d'une attaque NBA, ce qu'il n'a pas su faire l'année dernière. Sa saison dernière a été vraiment difficile. Il a commencé que 35 matchs. Il a eu un début de saison, je dirais, solide. Ouais. Et en fait, il a joué les 12 premiers matchs de son équipe. Il tourne à 20 points. Je trouve qu'il avait fait un début de saison assez encourageant. Ouais. Bon, on va en parler. Il est toujours inconstant, en fait. Enfin, t'as l'impression qu'il a encore vraiment, vraiment du mal à enchaîner 2 bons matchs. Il suffit de regarder ses stats d'un match à un autre. C'est vraiment marquant. Ensuite, il y a eu cette fameuse blessure qu'il a écartée du début du mois de novembre au début du mois de janvier. Et ensuite, le retour a été vraiment, vraiment difficile. Atkinson l'a laissé sur le banc jusqu'à mi-février, en fait. Et en fait, le retour du All-Star Break. Et sur la fin de saison, il y a eu des cartons, mais l'inconstance, c'est quand même assez troublante. Enfin, il suffit de regarder. Alors, les niveaux des points, c'est vraiment la stat la plus imparfaite au monde. Mais enfin, il y a des enchaînements qui sont assez fous. On regarde par exemple, si on regarde un enchaînement, justement quand il retrouve le 5 de départ,
il met 19 points contre les Hornets, il en met 6 ensuite 4 jours après contre Chicago, contre Cleveland il en met 25, ensuite match d'après il en met 15, match d'après il en met 6, match d'après il en met 20, match d'après il en met 8. Enfin 19, 6, 25, 15, 6, 20, 8, c'est quand même fou comme delta. Ouais, puis pour ces 2 premières saisons, on avait toujours les excuses, mais bon, première année avec Kobe, pas simple. Deuxième saison, problème dans le vestiaire, comment s'implanter dans un backcourt où t'as Nick Young et Lou Will qui passent leur temps à artiller à 10 mètres, alors que toi, t'es jeune, on t'a décrit comme un combo guard, scoreur, passeur. Difficile de s'inventer. Là, il était honnête, on pouvait penser que ça allait mieux se passer, une équipe qui jouait un jeu moderne. Bon, l'absence d'intérieur a peut-être freiné parce que moi en NCAA j'aimais bien son jeu sur pick and roll et là c'était quasiment impossible au Nets. Mais est-ce que aussi on voit pas déjà sa limite physique, impossibilité quasiment de créer de la séparation, lenteur, défenseur passable et je suis très gentil, on l'a vu durant cette année au Nets quand il a joué, inconstance comme tu l'as dit. Est-ce que tu vas mettre beaucoup d'argent pour D'Angelo Russell? C'est une question. C'est une grosse question. Et il va devoir apporter le peu de réponses qu'il peut dans une équipe qui n'a pas non plus gagné énormément de matchs. C'est ça. Surtout qu'il faut rappeler qu'on sera... Enfin, la saison prochaine, c'est la première saison où les Nets, ils ont leur choix de draft, en fait, depuis pas mal d'années. Donc, c'est une année, c'est vraiment pour la franchise, globalement, c'est une année charnière avec l'espace qu'ils auront dans le salary cap l'été prochain, même si, enfin, on voit au dernier épisode... Je commence à en avoir ma claque des équipes qui ont de l'argent en 2019, en fait. Tout le monde a de l'argent. Mais il y en a 25, donc ça sert à rien. Mais, dans cela, D'Angelo, en fait, tu as parlé, s'il pouvait prouver que c'était un joueur du backcourt. En fait, moi, j'ai énormément de mal à le cerner parce que quand il sortait, on était tous les deux vraiment chauds sur lui quand il sortait de la fac parce que je voyais, en fait, le joueur qui aurait pu être, mener le jeu en attaque et en défense t'aurais pu un peu le cacher parce qu'il a le profil un peu 1-2. Défensivement, je suis peut-être un peu moins pessimiste que toi, enfin, vu ce qu'arrivent à faire certains mauvais défenseurs sur le backcourt, je pense qu'il peut s'en sortir. Mais en fait, est-ce que c'est un scoreur, c'est un passeur? J'ai vraiment du mal à le cerner en fait. Ouais, qu'est-ce que c'est D'Angelo Russell? C'est une très bonne question. Tu me prends limite de court, mais en même temps, si tu regardes dans le backcourt l'année dernière au Nets, est-ce que c'était pas le 3e meilleur joueur de ce backcourt? Et encore? Si, on va être gentil, on est très dur. En fait, le problème c'est qu'on se base sur quel niveau en fait? Parce que les flashs de D'Angelo Russell sont toujours exceptionnels en fait. Exceptionnels. Et on va en parler plus tard, moi quand je vais parler de Stan Johnson, au bout d'un moment, les flashs ça me suffit plus en fait. Je veux de la constance en fait. Encore une fois, il y a eu la blessure, première année au Nets, il y a des excuses. Mais comme tu le dis, on est les premiers à le faire, ça fait 3 ans qu'on lui donne des excuses en fait à D'Angelo. Exactement. Ça fait chaque année on en trouve. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être on est trop gentil et il va falloir qu'il prouve sur une saison enfin en bonne santé qu'il peut être un joueur de back. Après, en théorie, son backcourt avec Caris LeVert, un autre joueur qu'on adore, voilà. Sur le papier, LeVert, c'est son potentiel. Enfin, l'association est parfaite, c'est exactement ce qu'il lui faut en fait. Mais quand tu vois que c'était plutôt Spencer Dinwiddie qui avait la côte, qui sortait du banc derrière, tu peux te faire du souci. Quand juste, par exemple, quand moi Atkinson le voit pour gérer l'attaque, quoi. C'est un jeu très très moderne. Il vient des Hawks, Atkinson. Est-ce que D'Angelo est un joueur qui, pour ce type de jeu-là, je suis pas tellement sûr. Donc, en même temps, les Nets l'ont récupéré, c'est un de leurs premiers assets depuis longtemps. Ils devraient, et je pense qu'ils ont envie de le mettre, à l'avant. C'est un peu compliqué. Je pense même qu'ils vont le re-signer quoi qu'il arrive. Ouais, comme une autre équipe. C'est le cas typique de l'équipe qui re-signe le mec juste parce qu'en fait elle l'a ramené, qu'elle a investi sur lui. Je pense qu'ils vont le re-signer. Après moi, mon petit problème pour conclure avec D'Angelo, c'est que j'ai du mal à voir réellement la progression depuis son année rookie en fait. Parce que
on avait passé une partie de notre temps à défendre son année rookie, en fait, qui pour moi était solide, en fait. Il avait fait une solide année rookie, mais depuis son année rookie, je vois pas de progression sensible, en fait. Je vois pas vraiment de progression notable. Je pense que c'est un meilleur joueur, mais c'est pas une progression comme doit l'être en théorie une progression entre année 1 et année 3 quand t'es en NBA. Surtout quand t'es un joueur avec autant de promesses. Ouais, deuxième choix de draft. On va peut-être enchaîner parce que l'heure va bientôt être dépassée et il nous reste encore 5 joueurs à voir. Et là, on a décidé de faire un portrait croisé de 2 joueurs de la même draft au profil qu'on peut dire similaire et qu'on a tous les deux inclus dedans. D'un côté, moi j'ai choisi Stanley Johnson de Détroit, t'as choisi Justice Winslow de Miami. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais te laisser commencer sur Justice Winslow. Toujours été un prénom, un nom de joueur très difficile à dire, donc vous moquez pas. Pourquoi il joue une saison charnière ? Il joue une saison charnière, Winslow, parce que il est vu très très haut par le front office du Heat, j'ai l'impression. Alors que pour moi, il n'y a pas eu énormément de progression, comme tu l'as dit, entre année 1 et année 3. Dans son interview de fin de saison, Pat Riley, il a décrit Winslow comme une pièce centrale du futur du Heat. Il a dit que c'est un élément de premier ordre, mais en fait, comme je l'ai dit, pour un joueur qui a été drafté 10e, donc loterie, les 3 premières années de Winslow, c'est un joueur qui a implanté en NBA ce qu'on pensait qu'il allait implanter, défense sur l'homme, mais il n'y a pas de progression de l'autre côté du terrain. Il reste un joueur plutôt vraiment unidimensionnel, il a des blessures, il a starté que moins de 50 matchs en 3 ans, pépin physique comme je l'ai dit, et au niveau du développement, je suis plutôt déçu. C'est un attaquant très médiocre. Là, on parle sur des articles de blog du Heat, on parle d'essayer de le mettre en meneur à la création. À la création de Winslow, j'ai vraiment du mal. Comme je dis, on arrive dans la 4e année, comme celle de Towns par exemple, celle de Stan Johnson dont tu as parlé. Il joue pour de l'argent parce qu'il n'a pas reçu une extension, ce qu'a reçu Josh Richardson par exemple, alors que lui c'était le 2e tour de draft de cette même classe pour le Heat. Et le Heat n'aura pas énormément d'argent parce qu'ils ont déjà payé beaucoup de monde, ils ont des contrats toxiques, il y a des joueurs qui ont des player options mirobolantes qui vont les prendre, comme Tyler Johnson, comme Goran Dragic. Je veux voir une progression, parce que défensivement il reste très fort, il n'y a pas de souci, on me le dit tout le temps, défensivement d'accord, mais si on veut le payer et que c'est un joueur loterie, je pense qu'offensivement il devrait en montrer autre chose, il faut qu'il bosse et qu'il s'améliore. Alors, il y a beaucoup à dire, je suis plus ou moins d'accord. Je suis d'accord avec, alors déjà tout l'aspect défensif, il peut défendre 5 positions, ça reste quand même un atout assez fou en NBA à l'heure actuelle, et c'est un défenseur assez exceptionnel. Après, je suis d'accord avec toi, il y a eu beaucoup de pépins physiques, en fait, sa saison sophomore quasiment pas existé, en fait. C'était presque sa 2e saison NBA, en fait, de facto. Alors oui, il y a pas mal, si en fait tu te bases sur, et j'ai aussi lu des articles comme toi, et si tu te bases un peu sur la vision qu'ont les fans du Heat de ce que pourrait être Justice Winslow, oui, peut-être je suis d'accord avec toi, pour moi c'est un scénario très très optimiste en fait qu'on me peint, comme un espèce de, il y a comparaison avec Draymond Green a déjà été dite et pour moi elle est très très généreuse, même si je vois l'idée, on est loin encore de ça. Après, il a montré qu'il pouvait déjà défendre sur 5 positions, c'est hyper intéressant. Il a montré qu'il avait cette potentialité d'être un porteur de balle. Pour moi, il y a la même question, pas pour les mêmes raisons qu'avec Blake Griffin, mais est-ce que c'est vraiment ton intérêt de le mettre porteur de balle, en fait? Est-ce qu'il est assez fort pour être porteur de balle? Parce qu'on dit, Draymond Green, c'est un 4 qui peut porter la balle. Oui, mais c'est un 4 qui peut porter la balle et qui te fait pas perdre, en fait. En gros, c'est un vrai meneur. Comme Ben Simmons. Est-ce que Winslow n'est pas juste simplement un bon porteur de balle pour un joueur de sa position, mais pas assez pour vraiment mener une attaque? Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est surtout, là, c'est Justice Winslow, lui, est dans la catégorie des joueurs qui ont approuvé pour l'argent. Moi, je le mets là-dedans. Il fallait un de ces joueurs de la draft d'il y a 4 ans et il y a une qualifying offer de la part du Heat, mais rien que le fait que
Josh Richardson, lui, a été payé et prolongé et pas lui. Bon, il y a des soucis de blessure, je sais. Mais ça me prouve que, malgré tout ce que dit Pat Riley, malgré tout, on attend plus de Justice Winslow, je pense, pour un joueur qui est arrivé avec un fort pedigree. On en parlait comme la bonne pioche du 8, c'était le bon coup de Pat Riley. Oui, mais pas totalement. Après, tu penses pas que ça reste... Enfin, pour moi, ça reste de loin leur meilleur jeune joueur, en fait. Et comme on l'a dit la semaine dernière, dans une équipe qui est très homogène, où on peine à trouver la star, Ouais. de loin, si on me dit que dans 5 ans, il y a une staroïde, c'est Winslow, en fait. C'est pour ça que je pense que la franchise croit encore en lui, et pour ça que souvent les supporters, c'est un peu le miroir des espoirs de la franchise, et ils ont beaucoup d'espoir en lui. Mais, j'avoue, comme toi aussi, j'ai des questions, en fait. J'ai des questions. Le fait est que je l'ai pas inclus parce qu'il y avait des joueurs avec lesquels j'avais plus de questions, et je pense qu'au pire, vu la qualité de coaching de Spoelstra, ça restera quelqu'un qui peut jouer aux 5 positions et qui peut un petit peu mener la gonfle. En fait, même s'il ne progresse pas vraiment de façon suffisante, ça restera toujours un joueur utile. D'accord. Après, meilleur jeune joueur, est-ce que c'est pas par défaut aussi? Oui, Il y a des mais gens qui sont très hauts sur Bam Adebayo aussi. Hein. Je pense que sur Winslow plus, mais Adebayo a montré des. Tu parles de flash pour un rookie, a montré des gros flashs aussi, j'ai trouvé. Après, je pense que Adebayo, on peut déjà deviner ce qu'il va devenir, alors que Ouais. on peut deviner ce que va venir Winslow, et Winslow, c'est beaucoup plus intriguant. Ouais, ce c'est qu'il ça, peut c'est devenir. intriguant. Qu'est-ce qu'il peut devenir Winslow dans 4 ans? Je sais pas trop ce que ça va être en NBA, tu vois. Et c'est là que je vois ce que tu veux dire. Et qu'il est plus important peut-être dans le projet futur du hit que les autres. Après, l'avantage d'un Winslow, c'est qu'il joue en 2018, en fait. C'est-à-dire que Justin Winslow arrive en NBA il y a 10 ans. Je me serais beaucoup plus inquiété pour Et lui, en qu'il fait. est coaché par Spoelstra. Alors qu'en fait, il y a 10 ans, on aurait dit que c'était un tweener. Et maintenant, et j'invite les gens à observer ça, le mot tweener, il a disparu du vocabulaire NBA. Hein. Parce qu'on parle plus de tweener, en fait. Ouais. Parce qu'on sait bien que les postes ont plus ou moins explosé. Et du coup, dans ça, Winslow, ça peut être l'ailier qui a un peu fait tout. C'est juste, je me demande, est-ce qu'il fait tout à un niveau suffisant pour être étiqueté comme un ailier comme ça? Ouais. Juste ça ma question. Je suis d'accord. L'autre pendant pour moi, c'est Stan Johnson, et qui dans le jeu, je trouve, ils sont pas si éloignés que ça. Stan Johnson c'est un shooter médiocre. Il a prouvé que balle en main, alors il est pas au niveau de Justin Winslow, pas du tout. Il a prouvé que balle en main, c'était peut-être un des meilleurs moyens pour lui de scorer, parce que autrement, au niveau du scoring, c'est une catastrophe. Et il y a aussi l'aspect défensif, même si Winslow, c'est plus un défenseur d'équipe à la Draymond, même si j'aime pas cette comparaison, là où Stan Johnson, c'est plus un défenseur de 1 contre 1. Mais pour moi, Stan Johnson, il a un moment charnière, 4e saison. Il avait fait une bonne saison rookie, saison sophomore très très compliquée. L'année dernière, il a un peu rebondi, mais le problème, c'est que pour moi, on peut vraiment dire que Stan Johnson est moins bon que durant sa saison rookie, l'a été l'année dernière, et c'est un vrai problème. Il y a toujours la question de son shoot. Et pour moi, on parlait de Glenn Robinson, en fait, avec Blake Griffin. Pour moi, la signature de Glenn Robinson, et c'est un peu inquiétant sur pas mal d'aspects, ça lui met une vraie pression, en fait. Parce que Glenn Robinson, c'est pas le joueur le plus transcendant du monde, mais il shoot. Et ça, c'est un vrai apport, en fait. Parce que quand tu as Blake Griffin, quand tu as Andre Drummond, t'es en droit de penser que ton 3 doit shooter. Ce que fait Glenn Robinson, il le fait pas de façon folle, mais il est pas à 29% comme Stan Johnson. Alors que pour rappel, la moyenne NBA est à 36%. Qu'être à 29, c'est vraiment être un mauvais shooter. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait Stan Johnson, le fit est catastrophique. Parce qu'on l'a bien vu l'année dernière quand il est revenu de blessure, c'est un joueur qui est mieux, enfin je le surveille vraiment, c'est un joueur que j'apprécie. C'est un joueur qui en fait est mieux dans une équipe qui joue vite, où il peut un peu des fois porter la gonfle comme il avait fait en second unit, où il peut porter la gonfle et parfois, comme l'expliquent souvent les journalistes de Détroit, est un petit peu le dépositaire, le dépositaire du jeu dans cette second unit. Il peut pas faire ça dans le 5 de départ, tu préfères donner la balle à Blake Griffin. Enfin, il y a pas mal de questions autour de... C'est sans doute le joueur avec lequel j'ai le plus de questions, et il est dans sa 4e année, contract year, il doit faire quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Il y avait même des rumeurs de le transférer à certains moments, Stan Johnson.
Donc, Je pense qu'ils ont cherché. Hein. tu penses? Je pense clairement qu'ils ont cherché à l'échanger à un moment. Pour moi, la signature de Glenn Robinson, c'est clairement tu seras titulaire les 10 premiers matchs de la saison, mais en gros, si au bout d'un moment tu commences pas à progresser, on a une assurance derrière. Ouais, bah c'est possible. Ouais, c'est un joueur qu'on appréciait tous les deux à la sortie d'Arizona parce que ce qu'on avait vu était potentiellement excellent et oui, c'est comme si dès le début le mettre à Détroit ça marche pas. Ça n'a pas marché avec Van Gundy. Peut-être qu'avec un élément comme Casey, ça peut être mieux. Parce que Casey est un bon coach NBA. Il va savoir, je pense, trouver un rôle pour Stan Johnson, qui lui joue très 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 gros financièrement. Là, c'est financièrement et même dans la vision qu'on peut avoir de lui dans ses. Parce que si Détroit lui offre pas quelque chose, il va falloir qu'il aille le chercher ailleurs. Et je fais pas du tout de comparaison, elle est extrêmement douce avec Ben McLemore, tu vois. Mais c'est ce genre d'arrière fin top 10 d'une draft qui à la fin de son contrat rookie se voit proposer peanuts, quoi. Et j'ai pas envie que ça arrive à Stan Johnson qui est un bien meilleur joueur que Ben McLemore. Donc faut qu'il montre Est-ce que tu es sûr de ça? Qu'il est meilleur que Ben McLemore. Non, c'est ma question, c'est pas qu'il est meilleur que Ben McLemore, c'est qu'il est prouvé plus que Ben McLemore. Faut pas oublier que Ben McLemore, sa particularité, c'est que toutes les saisons aux Kings, il faisait un mois bon, en fait. Ce qui était tellement frustrant. Ben McLemore, c'est Stan Johnson, il a fait une bonne fin de saison, mais une partie de sa bonne fin de saison, il était sur le banc et c'est totalement déconnecté des attentes qu'on avait de base, en fait. Il est pas censé. Moi, j'ai bien aimé sa deuxième partie de saison rookie à Stan Johnson. Oui, mais il fait une très bonne deuxième partie de saison rookie, je suis d'accord, mais depuis ce moment-là, pour moi, c'est pas un meilleur joueur de basket, en fait. Et ça, c'est terrifiant, en fait. Parce que tout montre, les études, etc., qu'en gros, tu progresses dans tes premières années, ensuite, c'est du maintien ou du perfectionnement, en fait. C'est très rare, les joueurs qui stagnent leurs 3 premières années et qui explosent après, ça n'existe pas, ça. Surtout dans le même environnement. C'est pour ça que j'ai vraiment des doutes avec Stan Johnson, plus qu'avec Winslow, parce que par exemple, rien que si on regarde quelque chose comme le shoot, il est incapable de shooter, Stan Johnson. Alors que Winslow, si tu le laisses ouvert, bon, ça peut passer. C'est pas un grand shooter, mais il a 29% de réussite. Stan Johnson, c'est vraiment hyper inquiétant, et le spacing de Détroit va pas l'aider. Donc je suis plutôt inquiet, c'est un de mes petits chouchous, donc ça me tient à cœur. Et je sais pas, je pense qu'on pourrait plus le voir à Détroit dans un an. Potentiellement. On va rester dans la même division avec un joueur que tu as choisi toi. Et là, je t'attends au tournant parce que je pense que parmi tous ceux que tu as mis, c'est celui avec lequel je suis moins d'accord. Zach, c'est Zach Lavine. L'ami Zach. Zach, parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire. Zach Lavine, il vient de signer son nouveau contrat. Dans les interviews, j'adore les interviews d'intersaison, c'est mes petites confiseries d'été. Il a dit, il voulait progresser des deux côtés du terrain. Il regardait il regardait ses matchs et ses erreurs et il était très énervé quand il voyait ses erreurs défensives. Bon, là tu arrêtes de rire, d'accord, je vais parler sérieusement. Lavine, il a été payé cher. Les Bulls, ils ont matché l'offre. Donc j'ai l'impression qu'il va se sentir aimé du côté des Bulls, de la part de l'organisation, même si en vrai ils ont été obligés de le signer parce qu'en fait ils ont zéro scoring et que s'ils le perdaient, ils perdaient une grosse part du deal de Jimmy Butler et comme on l'a dit précédemment, c'était un move quasi nécessaire. Moi je l'attends au tournant Zach Lavine parce qu'il a 23 ans. L'effectif n'est pas bon du côté des Bulls, mais les joueurs du 5 de départ avec qui il va être, je trouve ça plutôt intéressant en fait. Chris Dunn, Lauri Markkanen avec Wendell Carter, et là où je l'attends au tournant, c'est il va devoir jouer beaucoup de minutes et il va devoir apprendre à jouer avec des joueurs qui ont besoin du ballon. Lauri Markkanen, il a fait une saison rookie solide, il va, je pense, demander des ballons. Jabari Parker, il a besoin du ballon en attaque. Et donc, si Lavine doit progresser et montrer une évolution, je suis très bas sur le dossier. Et je l'ai mis là parce que j'y crois pas, mais je le mentionne. Il va devoir montrer une évolution de playmaking parce que il a aucune capacité de playmaking sur ses premières années NBA et de défense. Donc, quitte à perdre, les Bulls vont perdre des matchs.
mais si je veux qu'il prouve qu'il ajoute des choses à son jeu. Et là, tu vas pouvoir rire, je t'en prie. Alors déjà, là, c'est la private joke la plus honteuse que j'ai jamais faite, mais toi qui parles de confiserie en ce moment, ça me fait marrer. Enfin, d'habitude, c'est pas tellement dans les déclarations NBA que tu trouves tes confiseries, mais passons. Oh là là. Ça sera pour la private joke que 3 personnes au monde vont comprendre. Par rapport à Zach LaVine, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est juste que si je m'en tiens au sujet du podcast, pour moi, il joue pas gros parce que de 1, il a déjà été payé, en fait. Comme tu l'as dit, en fait. On n'a pas de fans des Bulls là, mais si à l'heure actuelle on parle avec les fans des Bulls, je pense qu'ils ont plus d'espoir avec Lauri Markkanen qu'avec Zach LaVine en fait. C'était un petit peu un deal, je dirais même pas nécessaire mais contraint en fait pour garder la face comme le font souvent les franchises NBA. Et je pense il a encore une année en fait. Je parlais des joueurs que j'aurais mis il y a 1 an. Pour moi les joueurs que je vais mettre dans 1 an, Zach LaVine il est déjà en pole position en fait. Parce que là je pense qu'on lui trouvera l'excuse de la nouvelle équipe. On lui trouvera l'excuse du retour de l'acclimatation, les feats c'est un peu difficile, enfin il aura pas mal d'excuses, le niveau de l'équipe pas optimal, il reste toujours jeune, il a les excuses en fait, on parlait des excuses avec Giangelo, il les aura. Dans 1 an ça sera plus compliqué, mais je pense pas que LaVine joue gros cette année en fait. 78 millions quand même. Ouais mais tu vois si en fait s'il justifie pas ces 78 millions en année 1, mais qu'ensuite sur année 2, 3, 4 du contrat, il est excellent, j'ai envie de dire que tout le monde s'en fiche. Ouais. Moi, c'est plus dans l'évolution de son jeu que j'ai envie de voir des choses. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il joue gros sur un niveau individuel, mais il joue pas gros pour la suite de son avenir NBA, en fait, qui est déjà sécurisé. Voilà, il a sécurisé sa vie financièrement. Y a pas de souci. Plusieurs générations, d'ailleurs. Clair. Mais... en fait, je comprends, c'est plutôt au niveau de l'attente de l'évolution d'un joueur. C'est ça. Défensivement, je suis pas sûr qu'il y aura d'évolution. Parce qu'on pointe le côté physique, athlétique de Zach LaVine, mais défensivement, en fait, il se fait balader et il n'a pas tellement l'intelligence et l'envie. Donc, à partir de là, il faut arrêter. Mais offensivement, c'est la meilleure saison de Zach LaVine, c'était quoi? C'était en 3e option des Wolves quand il faisait que shooter quasiment. Là, je lui demande plus, et avec l'argent qu'on lui a donné, je lui en demande plus aux Bulls. Je vois, ouais. Non, mais ça peut se comprendre parfaitement. Un autre de tes choix, c'est... Là, c'est encore un petit chouchou. Je sais pas si c'est vraiment un chouchou, mais c'est Ingram. Ouais. Brandon Ingram. Alors pourquoi Brandon Ingram joue gros? Pour moi, il joue gros parce que l'année 2018-2019, c'est une année essai, en fait. Pour LeBron, pour Magic, pour les Lakers. Et qu'à la fin de cette année, je dois savoir ce qu'est Brandon Ingram et c'est très dur à l'âge où il a, dans le futur de l'équipe de LeBron à Los Angeles. Je dois savoir, et ça peut être un petit peu pareil pour Kuzma, un peu moins parce qu'ils sont plus jeunes, Lonzo et compagnie, mais ça va très vite en NBA, ça va très vite pour Magic, ça va très vite pour LeBron. Si ça doit trader, peut-être que ça le fera. Et donc, j'ai écouté Lockdown Lakers pour préparer l'épisode, prendre la température sur Brandon Ingram, et ils avaient fait vraiment un bon recap en fin de saison de sa saison. Ils ont vraiment mis en avant de très forts progrès dans la saison 2 d'Ingram. Toutes les stats avancées le montent en termes de shoot, même son usage, donc il a pris de l'importance. Son usage a pris 6 points, donc il a pris de l'importance. Sur pick and roll, il a vraiment bien joué le pick and roll avec Randle, avec Lopez. Là, LeBron arrive. Alors même si on me dit LeBron veut jouer off-ball, bon, d'accord. Ça personnellement, moi, ça me fait rigoler. C'est comme le truc, il va accepter de perdre. Pour moi, en mi-décembre, on en reparle. Exactement. Donc Ingram va devoir jouer plus sans ballon, du fait de la présence de LeBron. Il va devoir être plus concerné défensivement. Donc ça va être une saison, en fait, je lui demande de franchir des paliers, des petits paliers, voir une progression complète, et voir comment en fait il réagit de jouer aux côtés de LeBron, simplement. Et surtout parce que on parle de Kawhi, il y a d'autres forwards qui pourraient arriver. Quelle est sa place, lui, qui est un vrai forward, un pur 3-4, même si bon, certains disent qu'il peut être un ball handler dominant, je suis pas tellement sûr. Quel est son futur? C'est une petite pression, mais j'attends de voir ça pour lui. Non, mais ça se comprend. En fait, c'est peut-être une 4e catégorie, Brandon Ingram. Alors, j'ai failli quand même l'appeler Melvin Ingram et à un moment Mark Ingram. Donc, on voit que c'est le début de la saison NFL, c'est que je lui donne tous les prénoms du monde sauf le bon.
En fait, c'est une quatrième catégorie, peut-être parmi les joueurs qu'on a, c'est le joueur qui doit prouver, mais plus, en fait, lui, il est subordonné à la situation de son équipe, en fait. C'est-à-dire que Brandon Ingram, dans une autre équipe NBA, on attendrait des progrès, parce qu'il est dans sa 3e saison NBA, c'est un peu celle où, normalement, tu t'affirmes, mais pas aussi drastique, parce que là, on sait que les Lakers, dans un an, ils ont peut-être le temps sur un an, mais dans un an, on va commencer à vouloir être compétitif, en fait. Et on veut savoir, comme tu l'as dit parfaitement, si on peut le faire avec Brandon Ingram. Je suis assez d'accord. Il joue gros aux Lakers. Voilà. Je sais pas s'il joue gros pour sa carrière NBA, mais il joue gros aux Lakers. Et t'as envie d'être aux Lakers avec LeBron, je pense. Donc, Ouais. Même si moi, je suis plutôt, je l'ai déjà dit, dans l'émission, franchement, je suis assez optimiste. Très optimiste même sur Brandon Ingram. Je suis optimiste avec Brandon Ingram, avec Lonzo Ball. Je pense juste que Kyle Kuzma, la hype va se calmer, mais très vite. Même si au début, moi, ça me faisait marrer. Pour moi, c'était un troll, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une hype totalement folle. Donc, elle va se calmer et ça va être plutôt pas mal. On va conclure, vu qu'on a encore une fois explosé le chrono alors qu'on pensait être parfait à ce niveau-là. Tout simplement, là, il n'y a pas vraiment d'explication. Markelle Fultz, sa cote est au plus bas. Il a vécu une saison rookie un petit peu catastrophique. J'attends juste qu'il reprouve qu'il peut être il y avait beaucoup d'attentes sur lui en saison rookie. Bon, je lui demande pas d'être aussi fort qu'on l'attendait l'année dernière, mais juste prouver que c'est un très bon jeune joueur, ce qu'il est, et même plus que ça, largement plus que ça, mais juste prouver ça au moins, et qui s'inscrit dans le futur de Philly, en fait, tout simplement. je suis d'accord. Il n'y a pas vraiment... Est-ce que ça peut être pire? Non. Et plus rocambolesque, non. Ouais. Ça peut pas être pire, en fait, d'un point de vue basket, histoire. C'est vrai que je trouve que, il nous faudra un double livre. Je parle souvent du livre sur l'année Kawhi à l'intérieur des Spurs. Peut-être pas un double livre, mais au moins 3-4 chapitres sur une annexe sur Markelle Fultz, qui était aussi fascinant. Ouais. Fascinante comme histoire. Mais ça peut pas être pire, donc on peut espérer que le meilleur pour lui. Ouais, c'est vrai. Puis bon, on essaie de peut-être d'avoir des minutes à la place de TJ McConnell en playoff, quoi. Ce serait pas mal. oui. Surtout que c'était la réponse à leur problème, en fait. Enfin, t'es bien jugé pour le savoir, c'est une série qu'on a suivi pas mal tous les deux. Le problème des Sixers, à un moment, c'est qu'il y avait personne qui pouvait scorer indépendamment de la création de Ben Simmons sur les postes extérieurs. Ouais. C'est ce que fait Markelle Fultz en théorie. Redick et Bellinelli étaient les options principales en fin de match, des fois. Ah oui, donc c'est là que ça a été difficile. Bon, j'ai pas trop de doute, ça va être moins pire que la saison dernière. Juste, on peut espérer qu'il se réaffirme comme un joueur vraiment dominant, et comme ça que ça calme un peu les coupeurs de tête qui le veulent déjà, qui l'annoncent déjà comme un bust, etc. Qu'on se calme sur ce dossier-là, ça serait plutôt pas mal. Là-dessus, Alan, je pense qu'on peut conclure ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos joueurs qui, selon vous, jouent gros la saison prochaine. On a essayé d'éviter, même si on a mis Kawhi et John Wall, on a essayé d'éviter les noms, les Carmelo Anthony. Moi, j'ai évité de mettre Dwight Howard. Je pense qu'il y a quelques gros noms comme ça qui jouent vraiment quelque chose et qu'on a évité de mettre. Mais autrement, je pense qu'on a essayé de faire une liste un peu qui pioche un peu partout, et sans nous faire des fleurs, je pense qu'on a plutôt réussi à trouver 2-3 joueurs qui jouaient vraiment qui vont jouer une saison importante, en 2018-2019. Là-dessus, Alan, je pense que t'as rien d'autre à rajouter, sachant qu'on est en été, j'espère. Je pense que la prochaine fois que je vais te revoir, la saison NBA aura 60 matchs, non? Quelque chose comme ça. Les auditeurs vont vraiment penser que je bosse dans une agence de voyage, en fait. C'est ça, oui. C'est un tour opérateur, en fait. Ça. On vous l'a jamais dit. Mais... Voilà, personne ne le sait. Si vous voulez des adresses sympas, demandez-moi sur Twitter. Ça dérape. Là, je dois faire la pause. Enfin voilà, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine en espérant. Là, on est vraiment dans on va vous donner l'inside. Là, on est vraiment dans le tréfonds de l'intersaison NBA, parce que là, même pour trouver un sujet, d'habitude, les sujets de podcast, on en a plusieurs par semaine, et en fait, tel un dictateur, je fais souvent le tri et je choisis un peu. Tu peux le dire, là, je choisis souvent, je tranche souvent.
Là, ça a été difficile cette semaine de trouver un truc vraiment sur lequel se raccrocher. Ouais, puis quand on regarde la pré-saison NFL à la place, bon, c'est te dire qu'il n'y a rien d'intéressant. Oui, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Enfin, là-dessus, on va conclure. On vous souhaite une bonne semaine. Ne lisez pas les tweets sur Astroworld sur Twitter si vous n'avez pas envie de mourir. Salut. Salut.